l'impression qu'il y a un problème quand on est par exemple racisé, ou qu'on est gay ou lesbienne ou trans, etc. Tout de suite, notre existence dans l'espace public et politique, et dans le regard des gens, on est forcément un tract vivant pour quelque chose. Non, je trouve que ce qui était compliqué, c'était être une meuf dans l'humour. Il y a un peu un a priori dans le milieu et aussi, je pense, dans toute la société, que les femmes sont moins drôles, quoi. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que aller donc en Guadeloupe et voir autant d'enfants qui me ressemblent comme moi, ça m'a fait un choc, quoi. Bienvenue dans le Moicast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et oui, et j'ai même envie de dire le podcast de ceux qui disent le coco, bien évidemment, car un coco, une noix de coco, merci beaucoup. Alors, ce podcast donc, est retransmis en live sur Twitch. Si vous écoutez la rediffusion, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur cette plateforme pour voir les émissions en live et voir des petites pépites que vous n'aurez sûrement pas en audio. Aujourd'hui, pour cet épisode de cette nouvelle saison, j'ai l'honneur de recevoir l'humoriste, comédienne, chroniqueuse Tani. Hello. Je sais pas quelle caméra je dois regarder. C'est celle-là, c'est ta caméra. Toi là-bas. Salut Tani, ça fait plaisir de te recevoir. Bah carrément, je suis contente d'être ici. Yes. Quoi de neuf en ce moment ? Beaucoup de projets, beaucoup de taf. Je continue à faire tourner le spectacle. Et puis, il y a quelques trucs qui vont arriver normalement l'année prochaine. À suivre. Mais en tout cas, c'est cool, il se passe plein de choses. Tu joues ce soir d'ailleurs ? Je joue ce soir, tout à fait. Il y a encore moyen de... Il reste une 30aine de places, un truc comme ça. Ok, donc ce soir, c'est encore possible d'aller le voir jouer. Tu joues à la Nouvelle Scène, vers Saint-Michel. Ok. Ah, Saint-Michel, ça me rappelle des souvenirs. On en parlera peut-être dans ce podcast. Alors, Tani, je t'ai invité parce que tu es humoriste, certes. Tu es aussi à moitié guadeloupéenne. Tout à D'ailleurs, fait. la question de à moitié, c'est vraiment une... Est-ce que tu te sens à moitié quelque chose ? C'est ça la question, tu vois ? Ah, un peu. Ouais. Je me sens multi-identitaire. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant. Et j'avais envie de parler de ça avec toi parce que c'est... j'ai l'impression que quand je reçois des humoristes, c'est déjà arrivé, que vous avez plus de facilité à justement exprimer les choses, parler de vos ressentis et tout. Je trouve toujours très cool, on a toujours plein de pépites quand on reçoit des humoristes dans le Moicast et les gens sont plutôt friands de ces interviews-là. Donc je suis très content de te recevoir. Toi, tu as grandi donc dans l'Hexagone ? Tout à fait. À Bernay. Non, j'ai cru que tu allais dire dans Normandie, dans l'Eure. Ah oui, en Normandie. Ça, mais ouais. Alors, c'est quoi un peu ta jeunesse en Normandie ? Ma jeunesse, c'était très campagnarde. J'habitais vraiment dans la campagne, une maison en périphérie de Bernay, qui est Bernay, une petite ville aussi. D'accord. Mais non, dans mes souvenirs, j'ai 2 grands frères et on s'entendait très bien. Donc, souvenirs d'enfants assez heureux, assez naïfs, qui profitent de la nature et tout. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça a toujours été présent, le côté chez moi, me sentir différente, quoi. Ouais. Parce que donc, tu es métisse ? Ouais, c'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup des métisses Franchement, il y en avait pas beaucoup. Il y a une blague que je fais dans mon spectacle. Donc, c'est mon père qui est guadeloupéen. Et je disais à Bernay, il y avait 2 Noirs dans la ville. Mon père et le prêtre de l'église qui s'appelait Père Simon. Et du coup, je pensais que tous les Noirs, je devais les appeler mon père. Mais et il y avait une autre petite fille métisse qui s'appelait Séné. Et à chaque fois on nous confondait, quoi. Vous étiez copines, même pas, on n'était pas dans la même école, mais dans la rue parfois on disait ah mais c'est la petite Séné, non c'est Tani, voilà il y en a 2 et vous savez pas trouver la bonne. Vous aviez une chance sur 2. C'est ça. Pas de chance. Mais d'ailleurs rien à voir, mais Tani, je trouve ça trop stylé comme prénom. Ok. Merci. Et à chaque fois dans ton spectacle, tu dis ça veut dire, et tu dis un truc à rien à voir. Je dis n'importe quoi, ouais. Dire ça veut dire théâtre, ça veut dire arrêter de toucher les cheveux des personnes noires. C'est ça que je dis souvent. Mais du coup, tu sais toi vraiment ce que ça veut dire, Tani ? En vrai, je crois que le prénom veut dire quelque chose en tamoul, et que je crois que c'est lié à l'eau. C'est ce qu'on m'avait dit une fois.
Mais en vrai, la vraie histoire de pourquoi je m'appelle comme ça est liée à mon père. Ouais. Qui fait l'actrice Raquel Welch. Ok. Je sais pas si tu vois, une actrice américaine de sa génération. Ouais. Et qui a une fille qu'elle a appelée Tani Welch. D'accord. Et voilà, et il a trouvé ce prénom trop beau et du coup, il me l'a donné, voilà. C'est ça. Donc maintenant vous savez pourquoi Tani s'appelle Tani. C'est marrant parce que tu dis Tani l'autre. Ouais. C'est par rapport à ça justement, tu dis l'autre, ou bien par rapport à The Good Place? Non, même pas. Ah d'accord, tu connais The Good Place? Ouais. Enfin, j'ai regardé le début, j'ai pas tout vu. Ok. Mais il y avait un peu plusieurs significations. En vrai, il y a aussi une meuf qui s'appelle Tani, qui est humoriste. Ah ouais? Je savais pas. Je fais la blague. Qui est allemande. D'accord. Et en fait, quand j'ai voulu créer mon nom sur les réseaux, elle avait déjà pris le truc, quoi. En plus, elle est très connue, elle a fait de la télé et tout. Et l'autre, c'était aussi pour parler, parce que dans mon spectacle, je parle beaucoup de ça, du regard de l'autre, de la différence entre guillemets. Et donc, du coup, je trouvais ça sympa de le mettre, voilà. Et donc, deuxième enfant, mais pas deuxième, parce que t'as des frères. J'ai 2 frères, ouais. Mais peu d'enfants métis, peu d'enfants noirs dans ta vie. Dans cet environnement et plein d'expériences, en fait, que j'ai pas nommées sur le moment, mais avec le recul où je me disais, ça, c'est pas normal, ou des moments, quoi, qui m'ont fait me sentir différente. Par exemple, j'ai toujours une anecdote, je faisais de la danse quand j'étais petite. Et des petits trucs, tu vois, du genre toi tu vas bien danser, t'as le rythme, tu vas avoir le rythme dans la peau. Quand il y avait le spectacle de fin d'année, le maquillage, je sentais qu'il y avait un problème, quoi, sur mes cheveux, mais alors ça va pas marcher parce que on n'a pas du fond de teint de la même couleur, mais on va quand même essayer de faire un truc. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, et que enfant, tu notes quand même si t'arrives pas à mettre de mots dessus. Mais il y a un malaise. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce que moi, j'ai pas grandi dans ces environnements-là du tout. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe et la majorité des gens autour de moi étaient noirs ou racisés. Et c'est vrai qu'on pense pas à nos frères, cousins, à nos proches qui habitent. Qui ont grandi à Bernay. Qui ont grandi à Bernay, dans l'Eure, spécifiquement. Non, mais tu vois, on se rend pas compte du struggle que c'était. Ouais. Mais en même temps, je sais pas si c'est venu progressivement parce que, donc après, mes parents se sont toujours débrouillés pour qu'on ait des contacts avec notre famille antillaise. Et moi, mon premier voyage en Guadeloupe, j'avais 6 ans. D'accord. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que aller donc en Guadeloupe et voir autant d'enfants qui me ressemblent comme moi, ça m'a fait un choc, quoi. Et je me souviens, j'avais essayé de faire un petit carnet, enfin journal intime de mon voyage, et j'ai retrouvé. J'écris moi Tani c'était peut-être pas alors celui-là, c'était peut-être quand j'avais 8 ou 10 ans, mais j'écris genre que je suis entourée d'enfants qui ont mes cheveux et donc je sais que c'était quelque chose que déjà je pouvais dire, quoi. Et donc tu disais que c'est ton père qui est guadeloupéen. Ouais. Est-ce que dans ta vie, la culture guadeloupéenne de ton père, sans parler des voyages ou quoi, mais dans le quotidien, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a infusé un peu dans ta vie, qui t'a un peu forgé aussi, ou alors pas du tout? J'ai souvent le truc de non. On m'a souvent dit non. Il y a quand même eu l'effort, il a toujours voulu nous transmettre des choses. Je pense le plus, c'était la musique. Mon père écoutait beaucoup de musique, écoute toujours beaucoup de musique, donc il y a toujours eu du zouk le week-end ou quand on faisait des fêtes où on recevait du monde à la maison. Ma grand-mère aussi, c'est surtout par elle que la culture nous a été transmise, où elle venait quand même régulièrement en hexagone et par la cuisine à nous faire découvrir les plats. Le madras, la décoration, nous raconter aussi sa vie. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de volonté de nous transmettre des choses. Et si tu devais me dire, à part le créole. Oui. J'en parle dans mon spectacle. Oui. Du fait que ça, par contre, je sais que moi, j'ai beaucoup été en demande qu'on m'apprenne, mais
je sentais un peu un blocage par rapport à ça. Est-ce que tu sais qui est, je pense, à l'histoire de ma famille. Où, par exemple, j'ai appris assez tardivement que, apparemment, mon père, quand lui, il est arrivé en région parisienne assez jeune, vers, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Ouais. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté que mon père particulièrement avait un fort accent. D'accord. Et qu'on s'était beaucoup moqué de lui à l'école. Ouais. Et que du coup, il avait tout fait pour le faire disparaître. Et du coup, je sais que j'ai beaucoup de... Enfin, il a 9 frères et sœurs, mon père. Et moi, ça m'a toujours, par exemple, marqué que j'ai des oncles ou des tantes qui ont plus d'accent que mon père. Et je disais à mon père, mais toi, pourquoi t'as pas d'accent Et c'était un peu tabou en mode, oui, bah non, j'ai pas d'accent. Quoi. Ouais. Non, mais la question de l'accent, c'est un vrai truc. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Ben, moi, je suis arrivé plus tard, comme je te disais en off, donc quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai trouvé le nom de ce truc-là très tard, la glottophobie. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait un nom, ok. Alors, c'est pas pour... parce que la glottophobie, ça touche plein de gens. C'est pas ça peut toucher les gens qui viennent de Marseille. Et quand ils arrivent sur Paris, on fait des remarques, les Québécois, quand ils arrivent aussi à Paris. En fait, c'est considéré qu'il y a un standard. C'est le parler parisien. Qui est un accent, en fait. Mais voilà. Et en fait, et estimer que tout ce qui est hors de ce champ-là, en fait, c'est bizarre. C'est étrange, voilà, c'est Et donc, les Antillais, bon, on est... Bah ouais. Oui, non, mais c'est clair, j'en ai déjà parlé aussi avec Noam Saint-Saul, qui est un autre humoriste martiniquais. Super humoriste. Ouais. Et donc, non, je pense qu'il y a eu un peu un tabou par rapport à ça. Et la réponse que j'avais souvent de lui ou même de ma grand-mère, c'est « mais on va pas t'apprendre alors que tu vis pas en Guadeloupe, ça va te servir à rien. » Voilà. Ouais. Je pense que c'est l'histoire de beaucoup de jeunes qui ont ton parcours, que ce soit des enfants métis ou même qui sont juste de parents qui sont venus avec le bumidum et qui sont voilà, c'est ça. Le truc de le créole va pas te servir, le créole. Même en Guadeloupe, hein, tu sais, moi il y a des gens qui te disent qu'ils ont grandi avec l'idée que le créole c'était la langue des personnes peu recommandables, etc. Alors qu'en fait c'est une langue vraiment magnifique comme toutes les langues. Mais et tu as quand même réussi à apprendre quelques mots. Quand on parle créole autour de toi, tu captes des trucs ? Je peux comprendre. Je peux comprendre un peu. Après, ça dépend si les gens parlent trop vite ou quoi. Mais moi, parler, j'essaye, mais en vrai, j'ai beaucoup de timidité. Et puis, c'est dur aussi avec. Mais je vais vraiment, je pense, me renseigner pour vraiment prendre des cours, quoi, parce que on m'a donné du coup des adresses. Sur la région parisienne. Ouais, mais ça pourrait être cool. Franchement, moi, je trouve que c'est bien de... Même si c'est un peu de loin, même si c'est un peu par bribes, c'est bien d'avoir quand même cette curiosité, parce que moi, la peur qu'on peut avoir, c'est que ces langues régionales, tu vas disparaître. Ouais, carrément. Je trouve ça hyper important. Mais et par la musique aussi, j'essaie d'écouter et de regarder sur Internet. Un peu, non, mais je sais que... Par exemple, j'adore Meryl et des fois j'ai trop envie de pouvoir chanter et tout dans les concerts, donc je me dis allez Tani, prends cette phrase par cœur. Mais c'est cool et je trouve que c'est aussi une manière d'apprendre. Ah, c'est cool, t'écoutes Meryl et tout. Ouais, j'adore, je suis fan. Je suis assez fan de Meryl aussi, j'aime bien. Souvent on a des bons artistes de la Martinique. Non, c'est clair. T'as Meryl, t'as Kalash et tout. T'en as des très bons en ce moment. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, c'est très très cool. Et donc, est-ce que tu dirais que tes premiers souvenirs en Guadeloupe, t'en parlais un peu avec ta grand-mère et tout, c'est plutôt lié à ta grand-mère, tes premiers souvenirs? Ouais, clairement. Genre, t'as des trucs qui te reviennent comme ça pour moi, mais d'ailleurs, pour moi, la Guadeloupe est très associée à ma grand-mère, parce qu'en vrai, la plupart de mes oncles et mes tantes sont assez vite, soit sont restés en Hexagone, ou sont revenus en Guadeloupe, puis sont retournés en région parisienne. Et après, il y a les frères et sœurs de ma grand-mère, la famille plus éloignée, mais je suis quand même moins proche qu'eux. Et donc non, mon premier voyage en Guadeloupe, c'est aussi pour découvrir où est-ce qu'elle habite mamie, où a grandi mon père. On allait voir la maison dans laquelle ils habitaient, etc. Enfin, mon père aussi aimait beaucoup nous montrer le trajet qu'il faisait à l'école, en nous disant « j'y allais à pied, et oui, vous !»
Vous prenez le bus, on vous amène. Mais moi, tous les jours, je faisais ça. Ils aiment trop, mais ils aiment trop les darons nous faire croire que C'est clair. leur vie c'était Soldat Ryan. Non, mais tellement. On évitait les mines. Il y avait des loups, des tigres. Non, en fait, tu es allé à l'école, quoi. Normal, il y a plein de gens qui font encore l'école à pied. Hein, c'est clair. Non, mais c'est vrai que. Mais donc, ouais. Et donc voilà, et les souvenirs, c'était. Enfin, pour moi, tout a été big, quoi. C'était aussi la première fois que je faisais un voyage si loin. Déjà prendre l'avion, découvrir d'autres paysages totalement différents, la végétation, les couleurs, le soleil. Enfin, tout était bouleversant. Ouais. Et je sais que la première fois, en plus, j'ai quand même des souvenirs parce que ma mère avait beaucoup filmé. Ouais. Et moi, j'arrêtais pas de dire c'est hyper méga trop bien. Enfin, c'était vraiment le. C'est génial. Quand est-ce qu'on y retourne et tout. Non, j'étais on fire. Enfin, non, j'étais. À chaque fois, je demandais quand est-ce qu'on y retournait. Tu allais souvent, du coup? Bah, du coup, on essayait d'y aller. Tous les 2-3 ans, quoi. Tes parents, ils avaient les congés bonifiés ou un petit... Je crois que mon père les avait au début, mais sinon, non. J'ai des souvenirs où on s'arrangeait toujours. Je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs, mais on avait, je sais pas, on s'entendait. Ma mère négociait avec l'école pour qu'on prenne, qu'on rate quelques semaines et pour partir pas que sur les vacances scolaires, quoi. Non, mais c'est cool. Franchement, de voir qu'il y a quand même eu un lien. C'est marrant quand tu parlais de prendre l'avion et de voir des paysages complètement différents. Quand j'étais petit peu, j'avais un truc, j'étais persuadé que quand on prenait l'avion, on allait sur d'autres planètes. Ah ouais, et que j'adore. Moi, quand j'allais dans l'hexagone, en fait, j'étais pas genre sur la même planète. Ah genre. ouais, c'est drôle. Dès qu'on faisait des voyages, je marrant. disais, ah ouais, donc on quitte la Terre. C'est trop drôle. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, bref. J'adore. Mais par contre, grosse frayeur aussi dans l'avion. Ouais. J'avais pas l'habitude et j'ai cru que j'allais perdre mes oreilles et tout. Ah oui, oui. Tu sais, ça bouche les oreilles et tout. Ouais. C'est vrai que le rapport à l'avion, bah, du coup, nous, on est obligé de l'avoir parce que, contrairement à des gens qui sont complètement dans l'hexagone, pour prendre le train, voir la voiture pour aller voir la famille, nous, on est obligé de prendre l'avion, quoi. Ouais, c'est un et truc de quand même. payer 1000 balles. C'est ça. Petit message à l'attention des compagnies aériennes. Ce n'est pas normal qu'on paye le prix d'une classe, première classe pour être en éco. Voilà, juste pour dire ça. Voilà, j'avais ça à dire. T'as bien raison. Mais c'est vrai que on a ce rapport avec l'avion qui est, et moi en plus je suis phobique de l'avion. Ah oui, mais moi de plus en plus avec l'âge, je sens que je suis pas rassurée. Je suis là, genre mais ce n'est pas normal. Enfin, cet engin pèse beaucoup trop lourd. Nous ne devons pas voler. Enfin on voilà. Peut pas voler. Qu'est-ce qui se passe en fait? Expliquez-nous. Mais c'est ça. Moi et dans ma tête je me dis mais tous les jours il y a des avions qui volent, des avions qui atterrissent. Moi ce n'est qu'un vol parmi d'autres. Ce n'est qu'un vol parmi. C'est pour ça que j'arrive à me rassurer. Mais ouais donc et ton meilleur souvenir du coup. Genre, si tu te dis Guadeloupe, première pensée, c'est quoi? C'est les plages, c'est la bouffe, c'est un peu les deux. Mais c'est beaucoup ma grand-mère, vraiment, je suis obligée de dire. Pour moi, il y a deux images très fortes. C'est quand je viens d'arriver en Guadeloupe, le premier matin où tu sais, t'es un peu décalé, du coup, toute la vie perso. Et là, genre, je sors de ma chambre et j'arrive sur... ma grand-mère avait une petite terrasse. Et là, le petit déjeuner sur la terrasse de ma grand-mère avec les oiseaux. Elle habitait pas très loin de la soufrière, donc la soufrière au loin. Et puis, on mange de la confiture aux fruits de la passion. C'est beau, ça. Donc ça, c'est un gros souvenir. Et puis sinon, c'est vraiment un autre souvenir marquant, c'est les gros repas de famille qu'on se faisait au bord de la plage. On ramène les grosses glacières. On fait des grillades, ça c'est waouh. Ah, tu m'envoies du rêve là. On est en novembre et voilà. C'est dur. En plus, moi j'ai ma mère qui m'envoie des photos des fois du jardin. En fait, nous on a un jardin où il y a plein de trucs, genre des avocats, des machins. On a plein de trucs là, franchement, c'est trop bon ce midi, je vais me faire ça. Je dis, super, moi je mange du cassoulet William Saurin. Ouais. Pas la folie. Hein. Donc tu parles de ta grand-mère. Ouais. Elle a l'air vraiment importante pour toi.
C'est quoi la relation que vous avez On était très proches. Elle est décédée il y a 2 ans. Oh, Et pardon. Oh, désolé. pas de souci. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé de lui donner une place aussi dans mon spectacle là dernièrement. Parce que pour moi, c'est vraiment celle qui a fait en sorte que nous, justement, petits-enfants, on ait cette culture antillaise. Elle faisait très attention à ça, faire le lien dans la famille. Tous les Noëls, c'était toujours très extravagant, mais très festif, et on se retrouvait, tout ça. Mais un peu, et en discutant avec d'autres personnes antillaises, je crois que c'est un peu le mythe de la femme forte de la famille qui tient un peu tout le monde. Un poteau mi-temps, comme exactement, on dit. ouais. C'est un peu problématique, hein, d'ailleurs. Comment ? C'est un peu problématique, je trouve. Ça met beaucoup de pression. Ah bah ouais, carrément. C'est pas évident à porter, je pense. Ouais, c'est pas évident à porter, même du coup, nous aussi, la manière dont on se construit avec ça, je pense, dans la famille. Mais donc, ouais, pour moi, c'était vraiment elle qui était dans cette dynamique-là, quoi. Oui, bien sûr. De nous apprendre, de nous transmettre. Donc, ouais, et c'est pour ça que même quand l'année dernière, c'était la première fois que je retournais en Guadeloupe depuis son décès. Et c'était assez magique parce que je me disais, je me sens hyper reliée à la Guadeloupe, quoi. Vraiment, à chaque fois quand je suis là-bas, quand j'atterris, je me dis oui, je me sens appartenir, c'est très fort. Et à chaque fois, je suis là, genre, est-ce que c'est parce que cette terre, entre guillemets, m'appelle, ou c'est tout l'amour qu'elle m'a transmis à cette terre. Et je pense que tout ça est un peu mélangé. Oui, je pense que mais en tout cas, elle a clairement participé à ça. Ouais. Et j'étais très heureuse d'ailleurs. J'avais un peu peur de ce voyage. Et en fait, c'était un voyage super... qui m'a fait beaucoup de bien et super joyeux parce que... du coup, j'avais plein de souvenirs qui remontaient en mode « Ah, je me souviens quand on a fait ça avec elle ici, et puis là, et puis ça. » Et en fait, j'étais trop contente et je me disais « Je suis trop contente, je suis trop chanceuse, je me sens gratifiée qu'elle m'ait offert ça. » quoi. Ouais. Mais en plus, je pense qu'il y a un truc spécial quand on est de la Basse-Terre. Alors, moment chauvin, parce qu'en Guadeloupe, donc il y a la Basse-Terre et la Grande-Terre. Toi, t'es d'où ? Moi, je suis de Trois-Rivières, donc sud Basse-Terre. Okay. Et alors, faut savoir que les gens de Grande-Terre... ça clash, ça y est. Ils pensent... Non, mais moi, j'ai de l'amour pour eux, tu vois. Mais je sais pas si l'inverse, c'est vrai. Mais ils ont la tendance à penser qu'ils sont au top du top de tout, parce qu'ils ont les belles plages, les hôtels de luxe, les casinos, machin. Mais je trouve que quand tu veux t'intéresser un peu à la terre, à l'histoire de la Guadeloupe, etc., il y a il y a des énergies très fortes sur la Basse-Terre. Carrément. Et je pense qu'un lever de soleil le matin, tu vois la soufrière, ça n'a pas de prix quand même. Je suis tout à fait d'accord. Donc les gens de Grande-Terre, calmez-vous. dans le chat, si vous avez des questions pour Tani, n'hésitez pas. À un moment donné, je vais les lire et je lui poserai les questions, bien évidemment, en votre nom. On va parler un peu de ton aventure dans l'humour. Oui. Déjà, le nom de l'émission d'aujourd'hui, c'est Tani, humoriste engagé. Et oui, je reviens tout à fait l'engagement du Sénat. Où j'ai parlé avec les élus. Est-ce qu'en fait, j'ai vu des articles, en fait. C'est beaucoup militant ou engagé, c'est souvent des adjectifs qui reviennent. Comment tu vis ça ? Je le questionne de plus en plus en disant pourquoi, qu'est-ce qu'on met derrière. Souvent c'est parce que je parle de mon métissage, je parle de féminisme ou de coming out, et donc du coup les gens mettre le mot engagé à côté, alors que moi je suis là genre oui, mais en fait je raconte juste ma vie, quoi. Et ma vie, c'est que je suis métisse, je suis une meuf, je suis lesbienne. Bon comme les humoristes racontent leur vie sur scène, moi aussi je raconte la mienne. Mais après, je suis consciente que on vit dans un certain contexte et que parler de certaines choses, c'est aussi un engagement aujourd'hui. Donc je l'accepte, quoi. Mais c'est juste que c'est
voilà, faut faire attention à ce que ça vienne pas trop facilement, quoi. Oui, mais en fait, moi, le truc qui me bloque avec ça, parce que moi, j'ai aussi ce truc de podcast engagé ou de vidéaste engagé, alors que bon, j'ai pas l'impression d'être plus engagé que certaines personnes que je vois qui font des trucs de ouf et tout. Ouais. Bon, ça va, je fais des vidéos sur Insta, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème quand on est d'une minorité. Quand on est par exemple racisé, ou qu'on est gay ou lesbienne ou trans, etc., tout de suite, notre existence dans l'espace public et politique, et dans le regard des gens, on est forcément un tract vivant pour quelque chose. C'est vrai. Alors que comme tu dis, tu parles de ta vie, alors effectivement, tu as des trucs qui te saoulent, des trucs qui te font rire, des trucs qui te font kiffer, mais t'es pas un tract humain. Et j'ai l'impression qu'on pose moins ce genre de questions à des humoristes hommes blancs. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est un truc que j'ai eu par rapport à ça. En tout cas, donc, malheureusement, on a mis engagé. mais non. Mais voilà. Alors, il y a Chef Laura qui dit dans le chat, Tani est solaire, c'est un plaisir de l'écouter. Oh, ouais, merci. C'est le jaune aussi. Voilà, c'était pour ramener le soleil qu'on n'a pas. C'est quand même horrible cette journée-là. C'est quoi le déclencheur pour toi sur l'aspect humour depuis petite, tu fais des vannes? Ouais, l'humour très présent dans ma famille. Mon père adore faire des blagues. Ma grand-mère aussi, encore une fois, quand même, culture de la punchline. Et de dédramatiser les événements par l'humour. Et puis, en fait, moi, bizarrement, j'étais très timide quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais. Et en fait, être sur scène, j'avais l'impression que j'étais une autre personne. C'était aussi ce à quoi je pensais quand j'ai mis l'autre comme nom du spectacle. Parce que sur scène, je sais pas, je me dis, ok, c'est un autre endroit. Là, je suis légitime pour parler, pour tester des choses, tout ça. Et donc ouais, j'ai fait de la danse et après j'ai fait du théâtre d'impro et là vraiment j'ai beaucoup gagné en confiance en moi et puis en fait quand je faisais de l'impro je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était quand je faisais rire le public quoi. Donc je me suis dit peut-être qu'on va faire directement du stand-up finalement. Alors justement on a un petit jeu maintenant, je parlais de faire de l'impro tout de suite. Oh waouh. Invente-nous une histoire. allez tout de suite. Non, mais, alors moi aussi j'ai fait du théâtre cool. et un peu d'impro mais c'était au lycée pendant 2 ans et je rêve de reprendre. Mais il faut trop. Mais je sais pas, il y a un truc qui est bloqué, tu vois, je sais pas. Genre t'as peur de pas trouver la bonne team ou... Non, c'est un engagement aussi, je trouve, pour pouvoir progresser. Oui, en termes de dispo, de rythme, ouais, c'est vrai. Et puis pas trouver un truc cool avec des gens cool. Donc, il y a aussi beaucoup, il faut que ça matche avec les autres, quoi. Ouais. Mais ouais, le théâtre et le théâtre d'improvisation, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Et donc, tu commences par l'impro. Ouais. Et donc, tu fais le crossover, on va dire, de l'impro vers le stand-up. Ouais. Et c'est une rencontre particulière qui va te faire aller faire ta première scène ou c'est toi qui vas... Alors, dans ma troupe d'impro, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à écrire un peu des sketchs, tout ça, mais... Et donc, avec des potes de l'impro, on avait commencé à se dire « Ah, vas-y, ça vous dit pas de réserver tel bar et de tenter, quoi. » Et puis après, moi, j'allais beaucoup voir aussi des comédie clubs. Et si, une rencontre qui a été un petit peu marquante quand même, c'est celle de Shirley Soignon, une humoriste qui a fait le Jamel, etc. Et en fait, elle m'a très vite dit « Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, je pense que tu pourrais grave progresser. » Et je me souviens, du coup, je m'étais inscrite à une masterclass qu'elle organisait. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que son agenda a changé, machin. Et elle m'avait dit « Ouais, mais tu sais quoi, en fait, je trouve que tu as quand même déjà ton univers à toi. Franchement, joue un maximum et tu vas progresser, tu vas peaufiner ton écriture, tout ça. » Et c'est un peu comme ça que je m'y suis mise vraiment, où elle m'a conseillé aussi les endroits... où jouer pour commencer. Et ouais, ça a été un peu un mentor au début. Mais les premiers pas sur scène, c'est pas évident, j'imagine, parce que moi, il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est les bides, tu vois, par exemple. Ah bah oui, non, mais clairement. Franchement, c'est vraiment... moi, quand je vois les humoristes qui en parlent dans les podcasts, par exemple, les podcasts ouais. Ils en parlent tous avec beaucoup de légèreté, je trouve.
Et moi, je pourrais On pas. s'habitue. On s'habitue. Bah, en fait, après, je trouve que l'impro m'a aidé parce qu'en impro, tu dois faire avec rien et Ouais. parfois, tu es tout seul sur scène. Mm. Et j'ai appris en tout cas à ne pas avoir peur du vide. Mais après, ouais, t'apprends que ça fait vite partie du métier. Et Ouais. puis, ouais, j'avoue que maintenant, je suis habituée. Je me dis, ok, c'est juste Ouais. 5 mauvaises minutes à passer. Et puis, ça fera des blagues pour plus tard. Enfin, Ouais. ouais, vaut mieux en rigoler, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément agréable. Ouais, parce que en fait, ce que je trouve intéressant avec le stand-up, c'est que en fait, tu te présentes toi, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment un témoignage d'une vie, même si c'est enrobé, c'est un peu extrapolé et tout, et tu te mets vraiment Ah bah oui, 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 non, mais c'est presque clair, à nu c'est clair. pour les gens. Donc ouais, c'est vraiment ceux qui y arrivent ont beaucoup de mérite, je trouve. C'est assez Ou incroyable. de folie, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut un peu des deux. Alors, on a trop content de voir Tani de Séraphim, trop hâte de la revoir à Lyon, même si pas sûr. Ah, apparemment, t'aimes pas Lyon, ça va, Lyon, ça va, ça va, Lyon. Merde. Bah, Je sais pas. Qui pense que. Ouais, bah, mais que j'aime pas ça Lyon. Non, mais en vrai, c'est vrai que j'ai fait mes études à Lyon. va. Ouais. Enfin, une partie de mes études. Et j'avoue, c'est pas une période de ma vie la plus cool. Mais Ça va, voilà, donc c'est très personnel. Mais ouais, sinon, c'est très non. Non, j'y retourne en novembre et après en avril. Ah, Donc franchement, donc Lyon, bientôt. Hein. Lyon, Tani arrive. Tani arrive, ouais. Donc je parlais de ta rencontre avec Shirley. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des genre un peu des modèles ou des gens que tu t'aimes bien suivre et qui te motivent un peu dans l'humour? Bah donc ouais, Shirley grave. Au début aussi, j'aimais beaucoup, enfin voilà, la classique Florence Foresti. Gad Elmaleh. Après, nouvelle génération, Fadili aussi, quand j'ai Ouais. commencé, c'était un exemple de meuf noire qui fait grave son chemin et tout dans l'humour. Donc, grosse inspi. Des humoristes aussi un peu plus barrés, genre Roman Frécinet Ouais. ou Yacine Bellous. Carrément. J'aime beaucoup. Et puis après, ouais, j'ai rencontré des humoristes aussi meufs, genre Tania Dutel. Ou Laura Domange, un peu pareil, une nouvelle génération. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des gens qui m'ont beaucoup aidé en me donnant des conseils ou à faire des premières parties pour se faire connaître et tout. Donc c'était cool. C'est vrai qu'il y a une scène française aujourd'hui en stand-up qui s'auto-suffit. Parce que je sais qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui avaient des modèles un peu US. Ah oui, parce ouais, que c'est clair. Ça vient beaucoup, parce que ça vient beaucoup de là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement des gens de haut niveau. Ouais, en ça stand-up. commence à Ouais. bien. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Et est-ce que tu as dû, toi en tant que jeune humoriste qui débute, est-ce que tu as en tête des trucs où ça a été un peu difficile pour toi de faire ta place, etc. Ça a été, ou bien c'est allé de manière fluide, tout le monde t'a accueilli à bras ouverts? En tout cas, non, je trouve que ce qui était compliqué, c'était être une meuf dans l'humour. Ouais. Il y a un peu un a priori dans le milieu et aussi, je pense, dans toute la société que les femmes sont moins drôles, quoi. Ouais, Donc ouais, du j'ai coup, entendu ça, quand ouais. tu commences, il faut vraiment très vite faire tes preuves. Et en fait, le problème, c'est que tu commences, donc forcément, t'es pas hyper forte. Et du coup, comme en plus, il y a plus de mecs de base dans l'humour, enfin moi en tout cas quand j'ai commencé, et donc du coup ils se font plus jouer entre eux, enfin on se retrouvait facilement une ou deux meufs par plateau, et donc ouais c'est plus compliqué de trouver des créneaux pour jouer, et puis ouais je trouve qu'il y avait plus d'exigences, et donc du coup compliqué de progresser. C'est ce qui fait que j'ai créé avec deux copines un plateau qui s'appelle le Comedy Love, où qu'on voulait féministe, LGBT friendly, enfin voilà le plus
bienveillant, enfin même si bienveillant j'aime pas ce mot, mais Ouais, en c'est tout cas intéressant, tout pas mal. doudou, en mode on est gentil entre nous et on se juge pas et on donne la place aux gens qui arrivent pas non plus à trouver leur place et on a travaillé un peu comme ça nos blagues dans cet environnement-là et c'était cool et ça nous a permis justement de progresser et d'avoir le niveau pour ensuite dire aux autres gars en mode bon ça y est vous pouvez regarder notre travail et nous faire confiance et nous inviter. Donc en tout cas, ouais, c'est clair qu'il a fallu aussi se créer nos espaces. Et c'est ça que moi je trouve cool avec le stand-up, c'est qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, quoi. Un bar sympa, tu leur demandes un pied de micro, un micro, une sono pas trop dégueu, et ça peut le faire, quoi. Ouais. Donc, Mais c'est marrant la question des safe places dans l'humour parce que est-ce qu'on peut avoir des safe places dans l'humour, c'est une vraie question parce que souvent l'humour qui marche le mieux, qui est le plus en avant, c'est l'humour un peu poil à gratter, un peu edgy, tu ouais, vois. c'est clair. Donc c'est vrai, c'est une bonne question. C'est marrant parce que juste hier soir, Ouais, j'étais dans un talk sur Twitch avec un pote qui s'appelle Efar, qui fait de l'impro d'ailleurs aussi. Donc, ok. et qui fait du jeu de rôle et tout. Et on parlait justement de la question de la représentativité et du fait que nous on a créé une asso qui s'appelle Perso Caché Mhm. pour les streamers racisés pour Trop qu'ils puissent, bien. voilà. Mais c'est pas forcément toujours bien vu entre guillemets de se mettre en safe place, de se mettre en Ah bah oui, oui, ça c'est clair. Les gens ne comprennent pas et après on a eu des surprises où les gens ne comprenaient pas, venaient à ouais, nos soirées et se ouais, disaient ah en fait je vois. ouais, Genre c'est vrai que sur votre plateau c'est cool quoi, il y a une bonne ambiance, tout le monde reste jusqu'au bout, on ouais, s'encourage et en fait bah t'es dans des bonnes conditions pour être efficace sur scène quoi. Des ouais. fois t'es sur tes plateaux, bon, déjà t'es la seule meuf, ça fait des blagues sexistes Oppressive, ou oppressives en loge. Mhm. Il y a aucune solidarité, les gens sont Ah un ouais. peu bah franchement en fait comme il y a quand même beaucoup de monde qui veut être humoriste, Mhm. parfois il y a pas mal un peu de compète et on se Ça, c'est compare et fou. tout et t'as pas forcément maintenant je pense que ça va un peu mieux mais parfois t'arrives à des soirées où c'est pas tout doux quoi et donc du coup sur scène si t'es déjà en stress parce que l'environnement t'a pas mis bien Mhm. bah, tu peux pas être aussi efficace que dans un endroit où, ok, c'est cool, on rigole, C'est une dingue quand bonne même. ambiance. Bah, ouais, non, mais je trouve que c'est super important, quoi. J'avais pas la sensation, bah c'est intéressant qu'on en parle, tu vois, c'est ça aussi l'intérêt du podcast, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que j'avais pas forcément la vision de ce milieu-là comme étant, pouvant être, pas oppressant, mais peut-être un peu difficile Ouais, d'accès. il y a un peu des clans D'accord, aussi, et ok. ouais, on se taquine, Ouais, ok. on se vanne, ouais. Ouais, ok. Bah, après, comme dans tous les milieux. Oui, Hein, ouais, c'est voilà, clair. voilà, tout simplement. Et je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. Salut, salut à vous. Euh, donc, eh ben, je me suis perdu. Non, mais donc, ouais, tu parlais justement de parler de safe space. Tu parlais aussi que dans ton humour, ça arrive que tu parles de ton coming out, Oui, ou ouais. globalement de la question d'être une femme lesbienne dans ce milieu. Euh, L'humour, est-ce qu'il y a un humour que tu qualifierais de queer, LGBT? Est-ce que c'est un truc qui existe pour toi? Est-ce on peut qualifier un humour comme ça? Ouais, je pense. En tout cas, il y a des vannes qui, en tout cas, résonnent plus particulièrement dans des espaces communautaires ou que je vais faire à des soirées effectivement queer. Ouais, Parce que c'est nouveau aussi, je pense, de parler vraiment justement sans tabou de ce qu'on vit, de ces expériences-là. Et donc, ça fait plaisir aux gens d'entendre parler aussi de ce qu'ils vivent et potentiellement, ouais, faire pas des private jokes, mais en tout cas, euh, ouais, aller chercher des sujets pas forcément, enfin, qu'on n'a jamais entendus, etc. Et en fait, au final, on se rend compte que ça fait du bien d'en rire parce qu'on prend du recul et finalement, on dénonce aussi voilà, des oppressions qu'on a pu subir. Et en même temps, finalement, on se rend compte que ça parle aussi aux personnes qui sont pas concernées, qui découvrent ouais. ces sujets et qui ouais, réalisent ce que ça peut être d'être justement lesbienne, gay, trans. Euh, Moi, je trouve que c'est aussi une grande source de créativité, Ouais. mais de manière générale, en fait, pas que d'être queer. Hein. Je trouve que d'être métisse, de Mm. parler
des Antilles, etc. Les gens, enfin justement, comme on est aussi de plus en plus nombreux, il faut trouver aussi son originalité et Bien les sûr. gens aiment Bien beaucoup sûr. entendre parler de choses qu'ils n'ont pas entendues ou d'angles différents. Et je trouve en tout cas que l'avantage d'être... Enfin, l'avantage, c'est vraiment le seul avantage, mais d'être en marge parfois de la société fait que tu vas avoir d'autres idées, Ouais. d'autres angles. Et C'est une force, ça devient une force. Ouais, Bien sûr. carrément. Et puis La différence est ouais, une force. Non, mais t'oses plus, en fait. T'oses Oui. plus, même expérimenter d'autres mises en scène, d'autres Ouais. formats. Donc... Non, carrément. Je trouve que justement, c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'on disait que le stand-up, particulièrement, c'est une mise à nu et une présentation vraiment de soi à un public. C'est vrai que, effectivement, bon, chaque parcours de chaque personne est différent. Mais c'est vrai que quand tu racontes quelque chose qui est à la marge, qui n'est pas vécu par tout le monde, qui est une expérience de vie qui est différente, déjà ceux qui relate, ils n'ont jamais entendu ça avant. Donc ils disent, ah oui, Exact. c'est vrai, Ouais. ce truc. Et puis ceux qui connaissent pas disent, ah ouais, d'accord. Ouais, j'avais jamais pensé à ça. Voilà. C'est intéressant et tout. T'as vraiment une bonne écoute. Et même, parce que je trouve que le stand-up aussi, maintenant que c'est un peu connu, il y en a de plus en plus et tout, j'ai l'impression que parfois il y a certaines personnes qui sont très puristes en mode non, mais le stand-up, c'est une mise en scène très simple avec juste un pied de micro, un puits de lumière et un humoriste. Et en fait, toi, t'es là, mais non, on peut grave faire autre chose. Et tout à l'heure, on parlait de Noam. Et Noam, je trouve qu'il est ouf pour ça parce qu'il te dit, bah ouais, mais moi, j'ai envie de faire du stand-up et aussi de réciter des poèmes et aussi de faire mon entrée en voguing sur du zouk. Et tu vas faire quoi, en fait? Et du coup, de mélanger plein de choses. Et je suis là, genre, bah ouais, et là, en fait, tu t'en mets plein la vue à tout le monde parce qu'ils sont là, genre, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à le mettre dans une case. Bah oui, parce que c'est tellement riche que... Voilà. Moi j'aime voir les codes justement du stand-up un peu évoluer. Déjà, il y a eu un truc. J'ai trouvé que les humoristes. Alors, voilà, ça c'est ma take. J'adore. Les humoristes. Ces gens-là. De tout temps. Les humoristes. Non, je trouve qu'ils s'habillaient pas de ouf. À l'époque, c'était vraiment. Justement, je suis seul en scène, je m'habille tout en noir. Oui, c'est vrai, grave. Oui. Mon truc Célio, mon truc qui habille, machin. Et je trouve que maintenant... Ouais, maintenant, il y a grave un truc. Il y a du lust, il y a du style. Enfin, ça dépend pas tout le monde, mais... Ouais. Mais en tout cas, Farid... Ah oui, mais alors, on sait quelque chose d'un Oui, Farid, Roman Fressinet, non, mais ces mecs-là, ouais, maintenant, ils ont mis quelque chose déjà sur la façon de se présenter sur scène, les couleurs, les trucs. C'est vrai. Les coiffures, il y a plein de choses. Et là, les coiffures, regarde la transition. Oh, c'est beau. Puisque dans ton spectacle... J'adore. Je l'ai vraiment préparé. S'il y avait une transition qu'il faut que vous reteniez, cette transition de la coiffure de Farid. C'était pas mal. Et donc sur la coiffure, tu parles des cheveux afro. Ouais. Même vraiment des cheveux de personnes racisées qui se font toucher. Alors moi, toucher, commenter. Moi, j'ai plus de cheveux, je ne veux pas savoir. Mais donc, il y a ce problème. Ouais. Ça, c'était un des premiers trucs que j'ai écrit quand j'ai commencé et qui était très présent parce que j'ai vraiment eu un rapport hyper compliqué à mes cheveux. Je sais pas comment ça s'est fait, mais ouais, je pense que l'enfance en Normandie, pareil, ça faisait partie du truc où tu sens que tes cheveux sont différents. Il y a aussi, c'est vrai que je sais plus dans le spectacle, mais au début, je racontais... la première fois que ma mère m'amène chez le coiffeur à Bernay. Ouais. Et en fait, ils entendent au téléphone une dame blanche qui a l'air de dire qu'elle amène sa fille lundi prochain, tu vois. Et sa fille, c'est moi, une petite métisse avec les cheveux hyper crépus. Parce qu'encore, ils ont beaucoup changé avec le temps. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment genre... j'avais les cheveux très crépus. Et du coup, je voyais les coiffeurs démunis face à ma chevelure. Et du coup, je pense que tu intègres le fait que tes cheveux sont pas normaux, y a un problème, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'avoue, je les ai assez vite défrisés. Quoi? Non, c'était mon rêve. Et genre, je me souviens, avec 14 ans, quand ma mère m'a dit oui, j'étais genre, yes, trop cool. J'étais tellement contente d'arriver à l'école avec les cheveux lisses. Mais en fait, je les ai grave abîmés. Et en fait, bizarrement... Ouais, c'est à mes 18 ans, quand j'ai commencé les études et tout, je me suis dit, non, allez, vas-y, on les laisse tranquilles, en fait, ces cheveux.
Il y a des gens, dont je dirais pas le nom, ce sont des personnes plus ou moins connues sur cette chaîne, enfin, moi j'ai entendu globalement que la question du défrisage, Ouais. c'était une question un peu de convenance au début pour, Ouais, pour un peu, ouais, je pense. se conformer à des trucs, mais en fait c'est aussi un peu de souffrance de se lisser, ou se défriser les cheveux, parce que derrière ça casse les cheveux, Ah bah ça les ouais. abîme et tout. Donc en fait pour se rentrer dans une norme, on se fait un peu du mal finalement. Bah grave, mais en plus moi, comme je te disais, j'étais timide et donc je me disais si je viens au lycée ou au collège avec mon afro, les gens vont me parler et je veux pas que les gens me parlent. Du coup, je vais me lisser les cheveux. Mais ouais, et en fait, et après même professionnellement dans le monde du travail, j'osais pas. Il y a toute une partie de ma vie où je portais mon afro le week-end et le soir, mais pas au travail. Et même ce qui faisait des trucs débiles, genre où j'allais au travail, je rentrais chez moi pour pouvoir me remettre des produits, faire mon afro et ressortir, boire des coups ou faire des dates ou que sais-je. Quelque part, c'était un peu, tu te déguisais pour le mépris. Bah ouais. Je peux te demander dans quoi tu bossais ou... J'ai bossé dans la fonction publique. J'ai bossé en préfecture, tout ça. Okay, je vois. Et pour eux, c'était... Et j'ai eu des remarques, quoi. J'ai eu... Parce que non, et donc... Un jour, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est quand même lié à la Guadeloupe, c'est que ça trottait dans ma tête, je me disais non mais en vrai il faut arrêter de faire ça. Et je suis partie, je crois, 1 mois en Guadeloupe en vacances. Et je m'étais dit, ok Tani, quand tu reviens, t'arrêtes ce canular. Et du coup, je suis arrivée au travail, je les avais coupés, et vraiment avec mon afro. Et j'ai eu, je sais pas, le 2e jour, je sais plus, mon boss qui me dit ah, mais t'es venu avec un pétard, enfin, tu sais, le truc classique, quoi. En plus, sois original, quoi. On a fait cette blague 50 fois. Et voilà, et je répondais pas, et après, les gens se sont habitués, en fait, finalement. Mais ouais, c'était un challenge, quoi, pour moi. Mais c'est fou comment c'est ce truc du tu t'es coiffé avec un pétard, c'est vraiment la vanne. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est genre... Le mec, il arrive. On l'a pas dit. On lui a jamais dit celle-là. Je vais la faire. Non, mais c'est donc, ouais. Et alors, il y a chez Flora qui dit dans le chat, j'espère que maintenant, dans les écoles de coiffure, les coiffeurs sont formés à tout type de cheveux, donc crépus bouclés. Je crois que non. Je crois qu'il y a encore du taf. Moi, j'ai une pote qui, ça y est, a repris une formation justement pour travailler le cheveu. Et ça commence, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de taf, parce que même elle-même, elle me racontait qu'elle était venue un jour... avec une nouvelle coiffure et qu'on lui faisait des remarques et tout. Ah ouais. Donc bon, on est encore loin, mais j'espère qu'au bout d'un moment ils vont laisser les gens tranquilles, quoi. Comment, genre quand t'écris, que tu prépares un sketch, un spectacle, parce que sketch, bref, un spectacle. Tu articules justement les différents sujets. Est-ce que tu te dis que par exemple tu vas plus faire des blagues sur ton parcours de femme racisée, plus sur le sujet, plus sur le fait d'être une femme lesbienne. Comment est-ce que comme tu es à l'intersection de plein de choses, est-ce que tu privilégies peut-être un sujet plus qu'un autre, où il y a plus de trucs à raconter en fait, je fais pas de choix avant. C'est juste, j'écris des trucs qui m'inspirent. Dans le stand-up, on est beaucoup aussi sur le tester en comédie club. Ok, cette idée, elle marche, vas-y, je vais tirer un peu le fil. Et cette idée me fait rire, donc je vais la défendre. Et donc, en fait, ça vient un peu naturellement de moi. Je te dis, au début, c'était les cheveux. Là, je pense que, je sais pas, j'ai process le truc et en vrai, j'ai plus trop de choses à dire ou de nouvelles idées sur le sujet. Je pense que ça vient aussi un peu avec toi, comment tu deals, ce que tu vis, tes émotions du moment. Et c'est plus après dans le travail de construction du spectacle où j'essaie de faire un truc cohérent qui s'enchaîne bien, etc. Mais je sais qu'au début, moi, je pensais que ça fonctionnait comme ça, en mode, ok, je me disais, mon spectacle, il y aura 10 minutes de cheveux, 10 minutes de métis, et après, c'est là, genre, t'essayes de le remplir et tu te dis, non, ça marche pas comme ça, en fait. On va plutôt écrire ce qui me fait rire, trouver des trucs drôles, et après, on mettra ça dans le bon ordre, quoi. C'est plutôt comme ça, quoi, que je procède. C'est intéressant, la question, justement,
des identités multiples et comment est-ce que tu articules ça et tout? Parce que, par exemple, est-ce que tu côtoies d'autres humoristes, par exemple, qui sont antillais ou... À part Noam. Ouais, Non, si, maintenant, je fais des ateliers d'écriture là à la Flèche d'Or. Ouais. Et du coup, ça m'a fait rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Et des gens des meufs qui commencent. Je pense à Émilie Simonet. Il y a aussi Natacha qui a fait ma première partie hier. Natacha Prudent qui est guyanaise. Ouais, je commence un peu à côtoyer des personnes antillaises, mais j'ai pas de, je sais pas, dans les personnes plus connues, c'est plus des personnes comme moi qui commencent, enfin qui sont plutôt au début. Ah, tu t'estimes que toi t'es vraiment Enfin non, je suis pas au début, mais en tout cas pas au niveau de, enfin j'ai pas des grosses figures en tête antillaises avec qui j'ai pu échanger quoi, du type tu vois Fadili ou Yacine. Ou... J'espère que ça va arriver quand même. Bah ouais, carrément. Ça serait grave cool. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui avec tout ce que t'as fait et tout? Bah, je suis très fière de mon spectacle. Franchement, j'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé réussir à écrire 1 heure et faire en sorte que ça tourne et que j'en vive même maintenant. Donc vraiment ça, je suis fière. Je suis fière de ce que j'ai réussi à y mettre dedans et à y raconter. Et je suis très contente parce qu'à chaque fois, les gens repartent avec le smile et en plus de la matière à réfléchir et à penser. Donc, franchement, je suis contente de ça. Ouais. Bah, c'est génial. Il y a Delta One, et bonjour à Gaillot qui nous rejoint. Il y a Delta One 974 qui dit, alors la Réunion l'est là déjà, vive la Réunion. C'est clair. Je vais jouer à la Réunion en plus. Ah, bah mais voilà, oui, en février. Je suis trop contente. Mais franchement, tu tournes pas mal, hein, c'est bien. Bah ouais, mais il faut vraiment qu'on arrive à organiser un truc en Guadeloupe et en Martinique, quoi. Bah oui. Alors, je lance un appel. S'il y a des gens voilà, qui peuvent... On m'avait parlé du... C'est ça, le café papier? Ouais. Ah, café papier. Mais t'as pas fait un truc là-bas? Alors, j'ai pas fait un truc, j'ai été à un truc de Abena. J'aimerais normalement faire un truc là-bas. Mais ouais, café papier, super endroit. Mais je crois que c'est... y a un humoriste qui a joué là-bas, là, son spectacle. Ah, je sais pas. C'est possible parce qu'il y a la place. Lenny. Ouais, il a fait 2 dates là-bas et je lui ai dit mais on m'a dit que c'était un bon lieu potentiellement pour faire du stand-up. Lenny Bouguet que j'ai rencontré il y a pas longtemps. On a enregistré un podcast ensemble. Ah cool. Je n'ai jamais entendu ce podcast. Je sais pas s'il a. Je sais pas si un jour il est sorti. Qu'est-ce que t'as dit dedans? J'ai dû dire une dinguerie. J'ai dû dire le nom de Bernard Ayotte. Je pense un truc comme ça. Il a dit non. Non, je sais pas. Mais en tout cas ouais, super mec. Et plus le café papier, très bon endroit. En fait, c'est un peu l'endroit que je kiffe quand je rentre en Guadeloupe. Je pouvais passer ma vie là-bas. Mais du coup, j'ai jamais pu y aller. Enfin, à chaque fois que j'ai voulu, c'était fermé ou. Écoute, bref, ça se goupillait pas bien. Mais next time. C'est vraiment. Plus Anne-Gaëlle. Je vais faire la pub, allez. Allez. Anne-Gaëlle, la patronne. C'est une meuf trop sympa. Ah, cool. Trop bien. Et l'équipe, tout, voilà. Le chaud d'eau en plus là-bas est incroyable. Bon, allez, j'arrête. Il y a alors, une question importante qui n'a pas été posée. Les cookies sur la table sont-ils maison? Suspense. À vous de deviner. Il y a Mélie à la régie qui fait non, ils sont pas. Par contre, dans le frigo, il y a des choux à la crème maison. Ils sont incroyables. D'ailleurs, si tu veux en goûter, c'est très très bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, ça m'a perturbé tout ça. Vous êtes des perturbateurs, le chat. Oui, on vous disait que être une femme humoriste, c'est un peu plus. Tu as un peu plus de galère, plus de travail à faire par rapport à un mec qui est dans ce milieu. Oui, pardon, je suis revenu direct. Et oui, et donc je voulais venir par là. Est-ce que du coup tu arrives à créer un peu une sororité genre j'ai vu quand tu es parti au Festival d'Avignon, j'ai vu que tu étais avec Mao, voilà. Est-ce que tu t'entoures d'humoristes filles Ouais, j'ai grave ma team. Mao, avec qui on a créé le Comedy Love avec Lucie. Maintenant avec Lou Trottignon aussi, qui parle de transidentité et c'est devenu un super copain du stand-up, Noam.
Ouais, j'ai ma team, Natacha, Ouais. qui a fait ma première partie, ma Marie aussi. Ok, ça c'est cool ça. Ouais, franchement, on essaie justement d'avoir une team où on s'aide à écrire, on se donne de la force, on se donne du love. Surtout que, ouais, enfin, je dirais plus en tant que, ouais, personne un peu à la marge, quoi, que ce soit des meufs racisées ou des personnes queer. On sait que, voilà, on vit dans un monde qui est pas facile, et dans le milieu de l'humour aussi, ça met du temps quand même à changer. Mm. Surtout sur les gros festivals, c'est encore quand même beaucoup des vieux hommes blancs, hein, Ouais. qui programment et qui tiennent les rênes. Ouais. Donc ils sont pas forcément toujours prêts pour ce qu'on a à dire. Donc c'est bien de se serrer les coudes, quoi. Mm. Alors, juste la dernière question. Aujourd'hui, c'est quoi le truc qui te donne un peu la niaque, qui te donne l'énergie quand tu vas sur scène, est-ce que tu as un truc qui te booste? Ça peut être un truc complètement de la musique, ça peut être un truc que tu dis, que tu fais, qui, avant de montrer sur scène, te donne un petit coup de boost. La musique, ouais, la Ouais. musique c'est important. J'ai ma petite playlist avant spectacle, et d'ailleurs c'est moi aussi qui choisis la musique qui passe quand le public rentre. Mhm. Donc, ouais, ça, c'est important pour moi d'écouter de la musique avant de venir sur scène. Ouais. Et puis, sinon, non, le public, moi, je suis vraiment une meuf de la scène, donc j'ai toujours hâte de savoir comment va réagir la salle et tout. Ça, Ouais. ça me... Tu prends les feedbacks des gens en Ouais, fin de spectacle et tout? ouais. Non, j'adore. Et ouais, c'est un peu ça aussi le moteur, quoi. C'est d'entendre comment les gens... réagissent au spectacle, si ça leur fait du bien, etc. Et ça, c'est trop cool, quoi. Mm. Est-ce que genre, tu te vois dans 5-10 ans tout en haut de l'affiche, 5 films, donc tu te vois, Carrément. tu te vois où dans quelques années Je me vois... non, je pense que j'aimerais continuer à faire ce métier, à avoir toujours des choses intéressantes à dire. Ouais. Ouais, ça me plaît de partager ça avec le public. Donc, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est du travail sur du temps long, donc Ouais. je commence à comprendre que c'est bien aussi d'avoir d'autres projets, voilà, à côté, que ce soit la radio, effectivement, pourquoi pas le cinéma, écoutez. Mais ouais, j'essaye en tout cas de réfléchir à des choses qui me font kiffer, et surtout ouais, le truc que je retiens aussi, c'est de bien s'entourer, quoi, de faire Ouais. faut que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais, donc faire des projets avec des gens qui te font kiffer et avec qui tu te marres, quoi. D'ailleurs, c'était pas prévu cette question, mais je me demande, t'as un entourage, je veux dire, genre un agent, t'as des gens aujourd'hui avec qui tu bosses pour t'aider sur... Ouais. Ouais, ok. Bah, je bosse avec une prod, donc j'ai une manager, une productrice, c'est comme on dit, c'est une petite prod, mais c'est cool, et je me sens grave en confiance, et ça aide. Ça aide pour tout ce qui est administratif, conseil. Non, je suis grave entourée, j'ai une metteuse en scène, j'ai une scénographe, quelqu'un qui m'aide pour la presse, machin. Non, il y a c'est puissant, beaucoup de meufs. Ouais. Et ouais, je choisis aussi les personnes avec qui je bosse. Et c'est important qu'il y ait un feeling, quoi, pour moi. C'est sûr. Et en fait, ça me fait réfléchir à plein de questions que j'aurais dû poser et que j'ai pas posées. Oh, bah genre, non, non, mais genre, il y a une question, je me dis, en fait, tu disais que tu bossais dans l'administration. Ouais. Et maintenant, t'es full-time sur scène. Comment t'as fait ce changement? Je dis ça, c'est pour un ami qui est pas moi, hein, mais c'est juste pour savoir, c'est pour un ami. Non, c'est pas du tout pour un ami. Ben non, j'ai fait progressivement. J'ai bossé à mi-temps, et puis après ça a pris beaucoup plus de place que prévu. Je suis après quelqu'un d'assez rationnel, terre à terre, donc j'ai aussi mis des petites économies de côté pour me permettre aussi cette transition, quoi. Parce qu'il y a eu un moment où du coup j'avais plus du tout de revenus, quoi. Donc il fallait anticiper ça quand même. Oui, c'est vrai. Mais là c'est cool, écoute, l'intermittence, je découvre. C'est que du bonheur? Oui, non, mais pour l'instant j'ai de la chance, ça se passe bien. Mais c'est vrai que par contre, je trouve que c'est un rapport différent, quoi, et qui est pas évident, surtout aussi sur le côté
organisation slash santé mentale slash fait comme je suis un peu ma propre patronne, c'est aussi à moi de me dire là tu vas faire des vacances un peu, là tu vas arrêter, et en même temps c'est toi qui tu dis mais on a besoin d'argent, oui mais voilà, c'est un peu mais j'ai mis du temps à trouver mon rythme aussi, parce qu'au début je sais que quand j'ai quitté mon taf j'étais beaucoup dans ce truc de ok il faut que je sois quand même sécurisé niveau financier. Du coup, je taffais comme une malade et je taffais trop. Et voilà, il a fallu retrouver un rythme un peu plus raisonnable. Ouais. Donc, et après, c'est aussi apprendre aussi à s'estimer, à pas dire oui, je vais faire ça pour 20 €. Enfin, moi, je sais pas, je pense que peut-être que ça te parle aussi. Ça commence à me parler. On va dire. Estimer la valeur de ton travail aussi, quoi. C'est ça, c'est estimer la valeur de ton travail, estimer le temps que tu peux passer sur quelque chose sans te bouffer non plus, et aussi accepter les choses que tu peux prendre. Oui, c'est clair. C'est quelque chose que je découvre moi actuellement. Bon, rapidement, tu vois, genre en fait, moi j'ai un travail à côté, je fais plein d'activités et tout sur les réseaux et tout. Et la réflexion, elle commence à grandir de je me prendrais bien un test, au moins 6 mois de test, tu vois, en mode full time sur ça pour voir ce que ça peut donner. Parce que finalement, mine de rien, quand tu as un full time job, des fois tu te dis, je peux pas à 18h, 23h, genre c'est pas suffisant pour tester un truc. Donc tu as envie d'être full. Bah carrément. Donc là, en ce moment. C'est les réflexions du moment. Et c'est aussi pour ça que je suis content de t'avoir en interview, parce que ça fait partie des. Ton parcours et le parcours des gens qui font du stand-up souvent ressemble un peu à ça. C'est avoir une passion et puis peut-être aussi. C'est venu, mais ça a mis du temps. Après, je pense que j'ai été particulièrement peut-être précautionneuse, mais c'est vrai que du coup, des fois, j'y repense et je me dis, mais quoi ? Genre vraiment, la première année de mon spectacle, j'avais encore mon boulot, je finissais à 18h et à 20h, j'étais sur scène. Mais ça ne va pas, madame. Mais bon, moi, c'était nécessaire pour commencer, pour travailler, quoi. Oui, ça fait kiffer. Il y a quelqu'un qui dit c'est une bonne situation, ça, humoriste. C'est une ref. Oui. Je pense que c'est une bonne situation, ça, humoriste. Et ça met du temps. Ça met du temps, mais c'est cool. Non. Franchement, en vrai, on vit de blagues, quoi. C'est quand même le kiff. Genre t'es avec des potes, mais qui dit moi je suis comptable, je suis je sais pas, je fais des administratifs et tout, et toi moi je fais des vannes. Ouais, c'est ça. J'avoue que des fois quand je revois des potes et tout, c'est pas, on n'a pas les mêmes délais, quoi. Genre moi je dois finir le budget de. Moi, je dois écrire 5 minutes de blagues sur le caca. Bon, bref. Peut-être pas à ce point, mais bref, c'est sûr que... Carrément. Ok, écoute, Tani, c'était très cool. On a terminé sur du caca. Je trouve ça vraiment très, très bien. Merci à toi pour le temps que tu as pris pour venir ici dans le magnifique studio de TF1 Tout à fait. où on enregistre, qui est en fait une cuisine. Voilà. Non, il faut pas le dire aux gens. Non, mais merci à toi, c'est vraiment très cool de discuter avec toi de tout ça. Ça t'a plu ? Ouais, grave, carrément. En même temps, ce serait bizarre que tu me dises non, j'ai détesté, c'est direct comme ça aurait été, j'aurais pleuré. Et attends, t'as pas un endroit, toi, c'est quoi ton endroit préf en Guadeloupe, à part le Café Papy ? Mon endroit préféré en Guadeloupe. Où je dois aller la prochaine fois que j'y vais. Un truc en mode me conseiller, visite. Ouais. Ou visite, ou genre, je sais pas, un truc, tu sais, genre. Mon petit. Il y a tellement d'endroits que j'aime bien. Toute l'île. Ouais, sauf l'île. La Grande Terre. Ouais. Non, la Grande Terre, j'aime bien la Grande Terre, mais c'est les habitants qui sont. Non, je plaisante, j'adore la Grande Terre. Je décode, s'il vous plaît. S'il vous plaît, me détestez pas, je vous en supplie. Non. Donc, Café Papier, j'adore. Et puis, sinon, c'est des endroits plus où tu te poses. Genre la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières. Bon, je suis Trois-Rivières en même temps, vous allez me dire. Avec toutes les vagues, là. Ouais, c'est un peu dangereux. Non, mais j'adore. Ouais, tu vas aussi ? Ouais, je connais, ouais. Voilà. Il y avait même un buffet pas loin, là. Oui, j'étais allée une fois, je m'étais pété le bide. J'oublie comment ça s'appelle. Désolé, pas de pub. Les cocotiers, le cocotier. Ah oui, c'est ça, oui. Le cocotier. Faut savoir que Mélie, c'est une spécialité. Et Trois-Rivières aussi. Ok. Oui, donc Mélissa qui est à la régie. Mélissa, ouais.
Big up. Big up. Donc ouais, Mélie est Trois-Rivières comme moi, donc du coup, mais elle connaît encore mieux Trois-Rivières que moi, car moi, je suis un bourgeois qui ne bougeait pas de mon lotissement. Mais sinon, je te dirais un endroit où ça fait longtemps que je suis pas allé, mais moi je kiffais, c'est la Pointe des Châteaux à Saint-François. Ah oui, ouais. Et il y a un super resto aussi où je veux aller là-bas. D'accord. Qui font des pâtes de fruits de mer incroyables, mais j'ai pas encore pu aller. C'est un endroit très cool. Ça marche. Ouais. Cool. Ouais. Et oui, c'est les recos, c'est les recos. C'est des recos. Écoute, Tani, merci. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir répondu aux questions. Merci aux gens qui nous ont suivis pendant ce live. L'épisode sera bientôt disponible aussi sur YouTube et les plateformes de podcast, évidemment. Je remercie aussi Carré Tropical qui soutient le Moicast. Carré Tropical, c'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver des jeux de société, tout ce qui est un peu culturel et artisanal venant de la Guadeloupe et des Antilles-Guyane au global. Et vous pouvez d'ailleurs y acheter le jeu Fond l'Esprit Coco, qui est un peu un loup-garou revisité, qui est avec les soucougnans, des diablesses, des trucs comme ça, trucs de chez nous. Et franchement, c'est vraiment une super plateforme que je soutiens aussi, parce que voilà, il faut aussi soutenir les initiatives de chez nous. Prochain live très vite, dès la semaine prochaine, avec Enzo Lefort, champion d'escrime. Et en plus, on a fréquenté le même lycée, donc on va parler un peu de lycée, je pense, avec lui. Et voilà, les amis. Tani, peut-être un dernier mot, peut-être un dernier truc. Eh ben, venez voir le spectacle. Ouais. Donc ce soir, il y a encore des places. Ce soir, il y a encore des places. Et voilà. Et non, j'ai vu un dessin animé trop cool. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ça s'appelait, je crois, Vanille. Pour enfants. Ah oui. Et justement, d'ailleurs, c'est l'histoire d'une petite fille métisse qui va découvrir la Guadeloupe et tout. Et j'ai trop kiffé. Ouais, mais tu l'as vu, parce que moi, je ne En vrai, non, oui. En vrai, c'est une meuf qui est venue voir mon spectacle et qui m'a dit « Ah, mais tu devrais trop regarder ce film, j'ai bossé dessus. » Et j'avoue, elle m'a envoyé des codes un peu spéciaux. Mais je crois que ça passe encore dans certains cinés. Parce que je sais que France TV le diffusait. Et tu peux le voir en replay pendant un moment. Évidemment, j'ai dit j'ai le temps. Et voilà. Non, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que ça va repasser. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça trop cool. Ouais. Il y a de plus en plus. C'est un mélange de photos et de dessins sur certains plans, sur certaines séquences. Et c'est tellement. Du coup, moi, tu vois, je voyais mes premiers voyages en Guadeloupe. Il faut que je te montre un truc. Ah. Je te montrerai ça en off. C'est ma plus grande tristesse de l'histoire. C'est quoi? C'est un studio anglais. Qui a créé un court-métrage qui ressemble à un trailer. Pour un truc qui s'appelle Mighty Grand Python. Et Mighty Grand Python, je sais pas si Gundam, ça te parle. Non, c'est des robots géants qui se battent et tout machin, mais en manga. Et le mec s'est dit, et si on faisait un Gundam dans les Antilles? Et quand c'est des mecs qui font des clips de Gorillaz. Donc en termes de, c'est des brutes. Trop bien. C'est des brutes de ouf en dessin. Et ils ont vite fait un trailer pour le truc en 2018, je crois. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est trop bien Netflix, mettez de l'argent dessus et tout. Le tweet avait un peu marché et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça va exister. Ça n'a jamais existé. Mais tous les ans, à date anniversaire de ce tweet, tu le retweets? Je retweet en me disant peut-être que quelqu'un. Allez. Mais franchement, je veux trop voir. Je te montrerai, c'est vraiment trop stylé. Ah, trop cool. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis bien parler de ça, mais voilà, en espérant qu'un jour ça se fasse. Bon les amis, on se quitte sur ça. On se revoit très bientôt pour d'autres épisodes et pour d'autres lives aussi où on va discuter un peu de tout et de rien comme d'habitude. Et puis merci à tous et salut. Salut. Bye bye.